ronde, petite parce qu'on n'est pas beaucoup, sur la place de l'environnement à l'école. Je dois vous avouer que quand on a choisi ce thème-là, ça m'a pris quelques... Tu sais, le prof de techno, à moi, le premier thème que moi j'avais proposé, c'était l'intelligence artificielle. J'avais plein d'idées, tu sais. Sur l'environnement, il a fallu que j'y réfléchisse 3-4 minutes, puis j'ai dit, ah, OK, oui. La place de l'environnement à l'école, ça m'a pris 3-4 minutes, mais je l'ai vite trouvé. J'avais juste à penser à mes étudiants, à l'environnement, qu'est-ce que ça fait pour moi, puis j'ai vite compris qu'est-ce que ça faisait pour mes étudiants. Personnellement, moi, à chaque fois que je fais du stress, à chaque fois que je suis fatigué, ben, je m'en vais au chalet, je m'en vais dans le bois. Pas d'Internet, pas de téléphone, pas de télé. Juste des arbres, du vent et de la neige, de ce temps-là, en tout cas. L'été, c'est du vent, des arbres et de l'eau. Puis ça me fait beaucoup de bien. Fait que là, j'ai fait une petite vérification. Je me suis dit, c'est juste moi qui est bizarre? Ou... Puis là, ben, en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y a des chercheurs canadiens qui ont étudié le lien entre l'anxiété, le stress, puis l'environnement. Il faut savoir que l'anxiété puis le stress, c'est un gros problème chez les étudiants universitaires. Ils n'ont jamais, au Canada, ils n'ont jamais été aussi anxieux et aussi stressés que maintenant. Puis ça, là, on le voit aussi au cégep, puis on le voit aussi au niveau secondaire. Puis je suis à peu près certain que si on parle aux enseignants qui sont au primaire depuis 25-30 ans, ils voient aussi une différence. Puis ces chercheurs-là, qui sont des chercheurs canadiens, ils ont démontré statistiquement, avec plusieurs recherches, que 5 minutes assis dans un parc, au milieu des arbres et du gazon, c'est assez pour faire diminuer le stress à un niveau où il est plus nuisible pour la santé. 5 minutes assis, là, je ne parle même pas d'aller faire de la raquette ou d'aller faire du ski. Non, 5 minutes assis en nature. Puis une des retombées de cette recherche-là, c'est qu'ils font des recommandations sur l'aménagement urbain. Mais on pourrait faire des parallèles importants avec l'aménagement de nos écoles. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai compris que, OK, l'éducation à l'environnement, moi, c'est comme ça que je m'y suis rattaché. Ce soir, je vais avoir 3 personnes qui ont accepté de parler à la table ronde. On va commencer avec, on a Morgan ici, qui est en 4e année. Allô, bonjour. Morgan il est élève au CAM, ici, au CEHM, depuis la première année. C'est un joueur de soccer, il aime ça, mais il aime aussi les jeux vidéo, mais il m'a dit qu'il aimait aussi aller jouer dehors, en plein air. Sa matière favorite à l'école, c'est les maths. La deuxième personne qu'on va avoir, qui va nous parler aujourd'hui, c'est Thomas. Allô. Thomas est en 8e année. Lui, il a toujours été élève au CAM. Il aime la chasse, il aime la pêche, il aime ça passer du temps en famille puis du temps en plein air. Sa matière favorite ici, c'est les sciences et les maths. Puis finalement, on a M. Rino Lévesque. C'est pas un élève du CAM, mais vous avez le droit d'applaudir pareil. M. Lévesque, c'est le fondateur et le créateur de l'école communautaire entrepreneuriale. Il a une formation initiale en biologie marine, en environnement, avec la biologie marine, entre autres. C'est d'abord un enseignant qui est passé très tôt à des fonctions plutôt de gestion et de direction. Ça l'a amené à travailler un peu partout, à plusieurs endroits au Canada. C'est un ambassadeur international de l'OCDE pour l'éducation entrepreneuriale chez les jeunes. C'est quelqu'un qui a rencontré, qui s'est mérité plusieurs mentions puis plusieurs prix pour ses travaux en entrepreneuriat et par rapport à l'éducation et aux jeunes. Donc, ce soir, je vais commencer par une petite entrevue pour que ce soit plus facile. Les gars, on s'est préparé un peu, quelques questions. Ils vont vous parler pourquoi c'est important pour eux l'éducation à l'environnement. Dans un deuxième temps, quand on va avoir fini, ça va être au tour de M. Lévesque qui, lui, va vous parler d'entrepreneuriat, d'éducation et d'environnement, puis du lien que lui voit entre les trois. Donc, ça, c'est notre plan pour les prochaines minutes. Vous êtes prêts? Oui? OK. On va commencer avec Morgan. Morgan, récemment, tu as été impliqué dans la création du comité environnement ici à l'école. Oui. Peux-tu...
Il me semble que je t'ai dit que je voulais pas de réponse en oui puis en non. Faut que tu parles à soir. C'est le temps. Je suis sûr que si on demande à ta mère, elle va dire que tu parles tout le temps. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler pour la création du comité? Comment ça s'est passé? C'était quoi tes motivations? Raconte-nous ça. Les dégâts à la cafétéria. J'aimais pas ça, les jus, puis les papiers de jus partout sur les tables. J'haïssais ça parce que je voyais que l'environnement de l'école était pas belle, clairement. Fait que je me suis dit, je vais créer un texte, puis je vais passer dans toutes les classes, puis à l'intercom, faire un message. Fait que c'est ça qui est arrivé. J'ai les étapes juste ici. Fait que la première étape, c'était d'écrire la lettre, le texte. La deuxième étape, c'était pour présenter que c'est j'ai écrit pour le comité. Troisième étape, c'était les inscriptions des intéressés. Quatrième étape, c'était la première rencontre. Cinquième étape, c'était faire des sous-groupes. Fait qu'on a 5 sous-groupes. On a cafétéria, recyclage, publication, corridor, salle de bain, plantes, ça c'est tout ensemble. Corridor, salle de bain, plantes, c'est tout ensemble. Extérieur. Peux-tu nous dire qu'est-ce qu'ils font, ces sous-groupes-là? Ces sous-groupes-là, ils font le travail. J'ai une autre feuille ici, je vais la pogner. Bon, fait que la cafétéria, il aide à ramasser les boîtes de jus et les papiers sur les tables. Le recyclage, c'est passé dans toutes les classes, puis ramasser le recyclage dans tous les bacs. Corridor, ramasser les papiers par terre et arroser les plantes. Fait que le papier de toilette, c'est aussi là-dedans. Extérieur, pelleter la neige, mettre du sel, casser la glace pour rendre le tout sécuritaire. Thomas, je sais que dans un travail ici, dans le cadre d'un cours, tu t'es renseigné un peu sur l'environnement au quotidien. Puis, quel geste on peut poser, selon toi, pour l'environnement au quotidien quand on a votre âge? Puis, je vais te mettre un petit peu en contexte. Moi, j'ai 45 ans, je travaille, puis il y a des fois, je me demande qu'est-ce que je peux faire de plus. Fait qu'à ton âge, on peut faire quoi pour l'environnement au quotidien? Qu'est-ce qu'on peut faire à mon âge? Bien, premièrement, commencer par réduire notre consommation de plastique, acheter moins, puis comme éduquer les personnes autour de nous, nos parents, nos amis, nos frères, nos sœurs. Réutiliser. On peut réutiliser tout le linge de nos frères et sœurs plus vieux, comme ça, il y a moins d'usines, puis moins de plastique utilisé. On peut recycler. Pas nos bouteilles d'eau puis nos cannes de liqueur, mais nos jouets, nos vêtements, tout quoi qui est vraiment réutilisable. OK. Quand tu t'es renseigné sur l'environnement puis sur la protection de l'environnement, tu t'es rendu compte de ce qui se passait dans d'autres pays. Peux-tu nous en parler un peu puis nous expliquer comment c'est lié à ce qui se passe ici? Oui. Moi, ça m'affecte beaucoup là, à cause que jouer comme la Chine puis tous les autres pays où il y a des inondations, des tremblements de terre. Puis, exemple en Chine, il faut qu'ils se mettent tous à certaines villes qui portent des masques. Puis, c'est pas rien qu'à cause des Chinois qu'il faut qu'ils mettent des masques. Tout quoi qu'on achète vraiment au Dollarama puis au Walmart, tout est fait en Chine, nos téléphones, nos iPhones.
c'est pas rien que de leur faute. Si nous autres, on peut les aider et les montrer comment faire, peut-être que ça pourrait aider. Qui est le mieux placé, selon vous, pour aider l'environnement? On va commencer avec Thomas. Selon toi, qui est mieux placé pour aider l'environnement? Est-ce que c'est les jeunes, les adultes, le gouvernement, c'est l'école, c'est les entreprises? C'est qui qu'il faut qu'il fasse la job? Moi, je dis c'est les adultes. Parce que c'est vous autres, les gouvernements, c'est vous autres en charge de vos familles. Vous pouvez montrer à vos enfants, éduquer les autres personnes autour de vous. C'est vous autres qui allent sur la TV bien la plupart du temps. Pas à soir. Fait que vous autres, c'est vraiment, moi, oui, les enfants peuvent faire des changements, mais c'est les adultes qui vont faire une différence. Merci, Vincent. Monsieur Lévesque, ça va être votre tour. Ça, c'est votre clicker. Merci. Vous m'entendez bien? Alors, on va mettre ce petit truc-là s'il fonctionne. Oh, voilà. Bonjour tout le monde. Que je me sens sous pression. Sincèrement, vraiment sous pression. Quand on voit des jeunes comme ceux-là s'exprimer comme ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Vous savez une chose? Moi, j'ai commencé ma carrière, les gars, je ne sais pas s'ils savent, comme enseignant de sciences. Et j'enseignais entre autres l'environnement. Quand j'étais jeune, c'était en Colombie-Britannique à Victoria. C'était très beau là-bas en passant. Très, très beau, très vert, beaucoup de vert. J'aurais été vraiment honoré d'être votre enseignant. Vraiment. Vous êtes extraordinaire. Il y a quelque chose de spécial ici dans cette école. Quelque chose de vraiment incroyable, un sentiment. Et là, j'ai cette impression réelle qu'une école peut vraiment être une maison d'éducation. On le voit ici. Vous êtes d'accord avec moi? Une maison qui éduque à l'environnement, à la conscience environnementale. On le voit depuis déjà les dernières heures, on voit bien que énormément d'innovations qui se font. J'entendais les jeunes mentionner tout à l'heure, imaginer. Il faut imaginer des solutions. Il faut être innovant. Ils l'ont montré, hein, qu'on peut être innovant en recyclant les choses. On peut être, et ça, c'est de l'entrepreneuriat, en fait, compte. Ce soir, je veux vous faire un lien entre cette question d'entrepreneuriat conscient. Entendez chacun des deux mots. D'une éducation, 3 mots, entrepreneuriale consciente, versus l'environnement, versus la communauté aussi. Alors, éduquer pour des environnements conscients parce que eux, pour environnement, eux aussi, parce que quand on parle d'environnement, on parle forcément d'écosystème. On parle parfois d'un ensemble d'écosystèmes. Mais fondamentalement, lorsqu'on voit ce « eux » là, c'est que lorsqu'on veut donner une définition à ce que représente un écosystème, un environnement, le mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot « équilibre ». Retrouver l'équilibre dans toute chose. Vous savez, on peut parler de 3 types d'environnement, en fin de compte. L'environnement de vie, vous savez, cet environnement naturel dont parlent les jeunes depuis tout à l'heure. Puis d'ailleurs, quand on parle d'environnement de vie, ce qui nous vient en tête pour le mot environnement, c'est le CO2 dans l'atmosphère, le plastique dans nos océans, les nanoplastiques qu'on boit quand on prend des bouteilles d'eau. Vous savez, les bouteilles d'eau, on se dit, ben, hey, ça, au moins, c'est propre. Attention. Les taux de nanoplastiques qu'on retrouve, de particules nanoplastiques dans nos bouteilles d'eau, c'est incroyablement élevé. Les gens ne savent pas, mais ils s'intoxiquent quand ils boivent des bouteilles d'eau. Et il vaut mieux parfois prendre l'eau qu'on a dans nos sols. Et il faut être fort. Imaginez juste une seconde. Moi, je me souviens encore, il y a quelques années, il n'y avait pas de bouteilles d'eau, surtout pas au Canada. Le marketing de l'entrepreneuriat inconscient nous a finalement convaincus au Canada de boire de l'eau dans des bouteilles. Au Canada. Il faut le faire. Quand on a les plus grandes réserves d'eau douce au monde. Comment est-ce possible d'en arriver à un tel scénario? On peut penser que dans certains pays, c'est normal. Mais au Canada, comment c'est possible? Et
ce qui est devenu cool, ce qui était cool dans les années 70, lorsqu'on regardait la politique ou des émissions comme Bouillon de culture à la télévision, en France, c'était la cigarette, comme ça. Mais aujourd'hui, on donne des conférences avec la bouteille d'eau. Remarquez ça. Les gens ont une bouteille d'eau. C'est ça qui est cool, avoir une bouteille d'eau. Et pourtant, la bouteille d'eau, on sait tout ce que ça peut signifier, ce que ça évoque aussi. Donc, l'environnement de vie, parce que je vais vous donner un autre lien important. Vous savez, l'environnement, quand on passe à toute la question du CO2 dans l'atmosphère, aux quantités incroyables, puis on voit bien que les transformations ont été extrêmement néfastes au cours des 200 dernières années en raison de l'ère industrielle, il y a eu des époques reculées où l'environnement était très changeant. Vous savez, par exemple, je vous donne un exemple, il y a 10 000 ans, 15 000 ans passés, si vous fermez vos yeux, vous imaginez ce qui se passerait assis là. D'abord, vous ne serez pas dans une école, bien entendu, mais il y aurait probablement 100 mètres de glace au-dessus de votre tête. C'était l'ère glaciaire. Et toute cette glace va avoir fondu pour une raison, pour à peu près 4 ou 5 degrés Celsius qui a bougé. Et s'est mis à refondre. On est tombé dans une période interglaciaire. Et là, on peut apparaître un phénomène nouveau, l'agriculture, qui a tout changé. L'agriculture va amener l'organisation des sociétés et des villes, par exemple, qui n'auraient jamais pu exister sans l'agriculture. Je n'ai pas le temps de vous expliquer tous les liens ce soir, mais... Et puis, ça a donné lieu éventuellement à des écoles. Parce qu'avec l'agriculture est venue toute une nouvelle façon de s'organiser, une nouvelle évolution, qui a obligé les mathématiques, par exemple, qui va donner lieu à toutes sortes de choses qu'il fallait apprendre. Donc, et ces phénomènes d'agriculture, ces phénomènes d'école dont je vous parle, bien, on sait déjà, par exemple, qu'il y a 5 ou 6 000 ans passés, l'homme transformait déjà son environnement. Il y avait des quantités de CO2 importantes, là où il y avait des rizières, là où on cultivait toutes sortes qu'on émettait dans l'atmosphère. Il y a eu des périodes où on a déjà transformé nos environnements. Ce n'est pas la première fois que l'être humain participe aux transformations environnementales, mais jamais comme on le voit actuellement. Et la raison que je vous parle de tout ça, puis que je vous parle de glace, c'est parce que l'environnement, il y a des causes naturelles à l'environnement, mais là où on en est aujourd'hui, ce n'est pas des causes naturelles. C'est l'être humain qui en est la cause, fondamentalement. Qu'importe ce que disent des gens qui, par exemple, n'admettent pas cette vérité-là. Environnement de vie, environnement humain, parce qu'environnement humain, on parle de communauté. On parle des relations entre les hommes, entre les femmes, entre tout ce qu'il peut y avoir dans la société. Et environnement éducatif, parce qu'il y a un lien entre les trois qui est fondamental. D'abord, à l'école, je vous disais tout à l'heure, une maison d'éducation, une maison qui éduque à la conscience environnementale. Moi, je pense que jamais il a été aussi important, à l'heure où on en est actuellement, d'éduquer à la conscience planétaire, d'éduquer à la conscience aussi communautaire. Et cette école ici, on voit bien que c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle s'efforce de faire. Et d'éduquer aussi à la conscience de soi. Lorsqu'on voit des jeunes, comme ces deux garçons-là, qui arrivent avec des projets, d'abord, ils apprennent à s'entreprendre, ils apprennent à se faire confiance, ils apprennent à créer du nouveau, à imaginer, justement, hors sentier battu. Ils apprennent à créer des nouveautés qui, par la suite, peuvent devenir des solutions vraiment intéressantes pour la société, pour leur communauté. Mais d'abord, peut-être pour votre école. Vous voyez? Alors, dans notre monde actuellement, quand on regarde les liens entre les trois types d'environnement, c'est qu'on peut rapidement constater, je vous parlais d'équilibre tout à l'heure, qu'en fin de compte, tout est lié. Tout est interconnecté et tout est interdépendant. Une action qu'on pose, par exemple, vous vous souvenez de Fukushima, par exemple, quand les trucs nucléaires ont sauté. On se rappelle, il n'y a pas si longtemps, de la situation qui s'est passée dans le golfe du Mexique avec le pétrole qui s'est mis à couler à travers tout l'océan. C'est des fruits de mer qui étaient menacés. C'est toute l'industrie de la pêche qui était menacée dans toute cette région-là du monde et puis que ça a eu un impact sur les prix en même temps. Parce que si on détruit un écosystème, ça a un impact sur les autres écosystèmes. Je parle ici d'écosystèmes économiques, par exemple. Pas seulement d'écosystèmes en termes d'écosystèmes de vie, mais aussi d'écosystèmes économiques. Et ça affecte les êtres humains, partout. La question est toujours de se poser, mais que diable peut donc y faire l'école?
Mais l'école peut y faire énormément, puisque l'école est en lien direct avec sa communauté. Et l'école est en lien avec son environnement de vie naturel. Et plus les écoles contribueront à un nouveau modèle d'entrepreneuriat conscient, c'est-à-dire un entrepreneuriat qui se voudrait plus solidaire, plus responsable, plus communautaire, plus les écoles feront cela, plus on y arrivera. Cependant, il y a un souci énorme. On nous dit 2030, vous avez entendu ce chiffre. On nous dit qu'il ne reste plus de temps au compteur. Il faut que l'être humain change ses pratiques, etc. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde mette l'épaule à la roue. L'école peut faire sa part, quelle que soit sa part, mais elle peut apporter sa contribution. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai, vous avez raison quand vous dites que c'est les adultes. Vous avez 100 fois raison. En fait, c'est tout le système éducatif. C'est tout le système entrepreneurial, les entreprises. C'est le système gouvernemental, l'État qui doit contribuer. Et ça, c'est des adultes qui sont là. Mais vous, les jeunes, vous portez quelque chose d'extraordinaire. Vous portez l'espoir. Vous, les jeunes, demain, vous allez prendre ces positions-là dans la société. C'est vous qui serez à la charge de toutes ces grandes industries ou encore le gouvernement ou autre. C'est important. La conscience que vous avez aujourd'hui, vous nous donnez l'espoir que demain, ça pourrait être meilleur, que demain, on pourra peut-être, justement, vous l'avez dit, sauver la planète, mais ce qu'il faut sauver, ce n'est pas la planète, elle survivra. C'est surtout sauver la vie sur Terre, parce qu'elle, elle est menacée, véritablement. Et on n'a pas beaucoup de temps pour agir, mais on peut agir, on peut chacun faire sa part. Et vous savez une chose, pourquoi que moi j'aime cette école aussi? Cette école a mis en place cette idée du numérique qui peut être employé de manière éthique et innovante en éducation entrepreneuriale et dans toutes sortes de domaines. Vous l'avez vu beaucoup. En faisant ça, c'est très important parce que le numérique est peut-être l'une des chances extraordinaires qu'on a actuellement. Autant il peut nous amener vers la dérive la plus folle, autant il peut nous amener vers des solutions les plus extraordinaires. Et comme le temps est compté, ce qui va jouer, c'est la vitesse et l'efficacité. Et on a besoin du numérique pour amener cette vitesse et cette efficacité comme jamais on a vu dans l'histoire de l'humanité. C'est absolument fondamental. Et cette innovation, et ces innovations-là, je pense qu'en faisant pratiquer les écoles, en faisant en sorte que les écoles, je disais des maisons d'éducation, mais deviennent quelque part des centres d'entraînement à l'entrepreneuriat conscient pour changer les consciences, d'éduquer donc à la conscience planétaire, d'éduquer à la conscience communautaire, d'éduquer à la conscience de soi, mais jamais, je pense, ça a été aussi important. Alors, au fond, on veut travailler pour un équilibre d'ensemble, un écosystème global. Vous voyez, l'entreprise, l'éducation, l'État doivent contribuer à des nouveaux modèles d'économie pour des environnements viables. Et ça suppose un nouveau modèle d'entrepreneuriat pour l'humanité. Vous savez qu'actuellement, là où on va, il est à peu près impossible de faire de l'entrepreneuriat, impossible même au sein des gouvernements, où que vous soyez, sans le numérique. Il vaut mieux l'apprivoiser, il vaut mieux apprendre à en faire un usage éthique, conscient, innovant et surtout intelligent pour contribuer à ces nouveaux modèles économiques. Le feu est pris, on voit partout dans le monde aujourd'hui, l'Australie brûle, la Californie brûle, les dégâts sont accélérés un petit peu partout. Il est donc essentiel de continuer à faire ce que nos jeunes ici font dans cette école. C'est essentiel de répandre cette culture-là partout dans les écoles. C'est plus qu'essentiel, c'est une urgence absolue. Au fond, ça nous donne des jeunes qui auront et qui porteront le sourire, ce modèle d'école. Ça nous donne quelque chose c'est qu'en fait, éduquer, c'est de donner le droit et de faire apprendre à rêver, sans jamais s'arrêter. Éduquer plus globalement, c'est de s'autoriser à imaginer plus grand, pour mieux donner et contribuer. Et puis,
on arrive à des jeunes qui emportent le sourire, des familles heureuses, des familles qui portent le sourire. C'est l'environnement humain, c'est important. Vous savez une chose, hein, quand un jeune arrive à la maison et il n'est pas heureux, c'est toute la famille qui ne l'est pas. On est d'accord avec ça? Hein? Puis ça n'a pas besoin d'être un gros bobo pour que ça nous dérange. Je sais, moi, on en a deux. J'ai ma femme dans la salle, elle pourrait témoigner de ça facilement. N'importe quoi, ou pas grand-chose, nous rend nerveux. Parce que les enfants sont ce qu'on a de plus précieux au monde, évidemment. Une communauté heureuse qui aborde le sourire, c'est une communauté qui peut transformer autour d'elle, qui peut amener du bien. Parce qu'au fond, l'école d'aujourd'hui doit contribuer, doit s'efforcer de contribuer à plus de bien-être. C'est un défi extraordinaire. Vous m'en parliez tantôt, vous parliez de stress chez les universités, les universitaires, les jeunes, mais aussi chez les professeurs, n'est-ce pas? C'est des phénomènes qui sont très présents. Plus de bien-être donne plus d'engagement. Et plus de bien-être et d'engagement propulse vers plus de réussite. De réussite, moi, je n'entends pas par là que de réussite scolaire. Je parle de réussite aussi éducative. Parce qu'une réussite éducative, plus la réussite scolaire, là, ça donne une réussite globale. C'est cette réussite-là pour laquelle il faut travailler. Moi, je trouve ça extrêmement fondamental. Et c'est impossible de le faire par l'école tout seul. Vous savez, agir seul n'est plus la solution. D'où l'idée d'une école communautaire. L'école communautaire doit être partout dans le monde, sans même se poser la moindre... Elle devrait être cette école. Je ne parle pas qu'elle doit être entrepreneuriale consciente, mais l'école devrait être communautaire, fondamentalement. Parce que c'est avec les autres que les choses deviennent possibles. Former, éduquer un jeune, seul, c'est difficile. Tout faire reposer sur les épaules seul de l'enseignant, ça n'a aucun sens. Il faut toute une communauté. Il faut toute une communauté, il faut tout un village pour élever, pour éduquer un enfant, bien entendu. Donc, œuvrer collectivement pour des environnements viables et vivre ensemble du bonheur à l'école et dans la vie. Voilà. Merci beaucoup.